Alors, nous voici, nous voilà. Eh ben, parfait. Je crois que c'est parti. C'est génial. Vous voyez, là, on fait un direct live pour de vrai avec Violette. Donc, bienvenue à tous et à tous pour cette nouvelle interview sur les femmes entrepreneuses qui ont quitté leur job de salarié et qui ont franchi le cap de se lancer à leur compte. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Violette. Donc, je suis très ravie que, en plus, tu sois présente chez moi. Pour quelle occasion d'ailleurs? Pour l'occasion du World Summit avec Tony Robbins et Dean Graziosi. Donc Blandine, je suis ravie d'être avec toi. Blandine m'a cordialement invitée à cette interview et à participer à ce sommet avec elle. Et merci en tout cas Blandine pour ton accueil. Je suis vraiment ravie d'être là. Avec grand plaisir, je suis heureuse de pouvoir partager cet événement parce que c'est quand même quelque chose, je pense, qu'on ne peut pas garder pour soi-même. Et du coup, je suis vraiment ravie que tu sois parmi nous. Alors, on va juste aller affiner deux, trois choses techniques par rapport à vos commentaires pour qu'on puisse les voir. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis sur l'ordinateur, on n'est pas passé par la plateforme habituelle. Donc, je vais aller vérifier sur le téléphone en même temps, faire le partage dans mon groupe, ma vie de femme entrepreneuse. Peut-être toi aussi, Violette, au niveau de ta communauté. Et puis, voir si vous êtes déjà présent parmi nous, en tout cas, de nous mettre un commentaire, de nous dire d'où vous venez, faire un petit coucou, de manière à ce qu'on puisse voir vos commentaires, puisque l'idée, c'est aussi d'interagir avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, voilà. Sinon, je les regarderai un petit peu sur le téléphone, mais voilà, n'hésitez pas à lancer vos commentaires ici. Moi, je vais mettre le double usage ordinateur-téléphone et puis on va pouvoir démarrer sur ce cheminement qu'on a prévu ensemble pour la prochaine demi-heure, puisqu'après, effectivement, on vous laissera pour aller rejoindre les rangs de Dean et de Tony pour aller continuer à nous former, nous, et puis à vous apporter encore plus de valeur dans nos accompagnements. Cool. Tu me diras quand tu es prête, toi. Vas-y, Et puis, on va pouvoir démarrer. Je ne vois pas les commentaires apparaître sur l'ordi. Mais on n'est pas tout seul, en tout cas, manifestement. Ok. En tout cas, je vais les laisser apparents avec mon téléphone. Et puis, si vous me regardez, si vous voyez de temps en temps regarder en bas, c'est que je suis en train de vérifier également que si vous avez des questions par rapport à l'interview qu'on va mener avec Violette. Cool. Super. Alors, première question, du coup, pour toi. Qui est assez classique. En fait, je les marque souvent par, en gros, à quoi ressemble ta vie d'entrepreneuse aujourd'hui? Quel est ton quotidien? Alors, mon quotidien, aujourd'hui, c'est vraiment, je fais mon emploi du temps déjà comme j'ai envie de le faire. J'organise des sessions de travail, ce qu'on appelle en anglais, tu sais, le deep work. Et c'est vraiment, c'est un coach aussi qui m'a inspiré à organiser mon travail comme ça. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc comme tous les multipotentiels, tu vois, j'ai énormément d'idées et de plans dans ma tête, mais il faut arriver à structurer en fait tout ça pour gérer les différents projets. Donc, ce que je fais, c'est que je planifie 1 heure, maximum 2 heures de travail. C'est-à-dire que le minimum, c'est 45 minutes pour être focus sur une tâche et terminer ce que j'ai à faire. Et le maximum, c'est 2 heures. Et en fait, je travaille un peu en fractionné. Et le fait de travailler en fractionné, j'ai, pour moi, en tout cas, trouvé une méthodologie où j'ai gagné en efficacité et ça me permet de gérer plusieurs projets en même temps. Donc aujourd'hui, je travaille soit de manière individuelle au cabinet, donc je reçois des gens individuellement pour des coachings individuels en cabinet. Je me déplace aussi en entreprise, voilà. Je fais des formations aussi en entreprise ou pour des groupes individuels. Donc, si tu veux, voilà, je jongle en fait entre ces trois domaines et j'organise mon emploi du temps en fonction du flux des clients, etc. Donc, c'est assez flexible. C'est flexible. Et du coup, la contrepartie de cette flexibilité, est-ce que justement tu arrives à garder malgré tout une certaine rigidité pour avoir tes rendez-vous avec toi-même, tes rendez-vous avec tes amis, ta famille, de manière à justement que cette flexibilité ne vienne pas prendre tout ton espace-temps? Alors, si tu veux, le week-end, tu es parfois obligé de faire des concessions.
Par exemple, le week-end dernier, j'ai été m'occuper d'un patient dans le Doubs. Donc voilà, j'ai pris ce temps pour passer du temps avec ce client-là. Mais c'est prévu et c'est organisé. L'idée pour moi, c'est que ça ne devienne pas une routine. Parce que j'ai connu l'emploi du temps qui est complètement oui, on en parlera tout à l'heure. Inflexible, voilà, Ouais. surchargé, où tu le fais pour une autre cause, tu vois. Mais j'ai plus besoin de ça aujourd'hui et j'ai plus envie de ça. Donc oui, j'accorde du temps à ma famille, enfin, à mes enfants, aux gens qui sont importants, mes parents, etc. Et en même temps, je dois faire ce que j'ai à faire. Donc il y a des tâches que tu es obligé d'accomplir. Et c'est celle-là, finalement, c'est de gérer ses priorités qui est le plus difficile quand on est entrepreneur. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. C'est souvent le fantasme de dire je suis entrepreneur, donc vive la liberté. Et en même temps, dans cet espace de liberté, se créer soi-même son cadre. C'est ça. Pour pouvoir. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le cadre. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, ma société s'appelle Hors Cadre. D'accord? Mais hors, c'est OR, cadre avec un K. Ouais. Pourquoi? Parce que tout ça, ça fait OK. Et qu'en fait, le but, c'est de se sentir OK dans le cadre qu'on se crée. Yes. Et tu vois, j'essaye tous les jours de me dire que je me crée mon cadre et je ne vais pas laisser les gens, en fait, trop tirer sur les ficelles de ce cadre ou péter un côté du cadre. Exactement. Voilà. Donc, ça veut dire poser des limites. Et ça veut dire aussi dire non. Et ça, c'est dur de dire non. Et justement, tu as mis combien de temps est-ce que ça a été instinctif pour toi? Est-ce que ça a été à coup d'essai et d'erreur? Est-ce que tu saurais partager effectivement avec la communauté quelque part les petites erreurs que tu as pu faire ou même peut-être des anecdotes pour dire là non, ça va pas aller là. Alors en fait, tu sais, c'est un petit peu l'éducation constante des erreurs. Moi, je suis quelqu'un qui croit en l'apprentissage de ces erreurs. J'ai cette forte conviction-là de toute façon parce que je ne ferais pas ce métier aujourd'hui et je ne me positionnerais pas comme je me positionne si je ne crois pas en l'apprentissage de ces erreurs. Donc oui, il a fallu que je me plante plein de fois, y compris dans mon ancien boulot d'ailleurs, et de comprendre que finalement, j'ai besoin d'un cadre, mais que l'important pour moi, c'est de le créer et de gérer vraiment les priorités. Donc, il y a des tâches incompressibles que tu es obligé de faire en tant qu'entrepreneur de toute façon, comme payer tes factures, comme, tu vois, tous ces trucs administratifs qui, pour moi, par exemple, étaient une perte de temps, entre guillemets. Maintenant, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je m'en occupe le matin, je les évacue, et en fait, ça me laisse de l'espace libre dans la tête. Mais tu vois, j'ai payé des majorations d'amende parce que j'ai pas payé mes factures à l'heure. J'ai pas honte de le dire. C'est juste qu'à un moment donné, tu te dis bah non, c'est plus possible en fait de vivre comme ça. C'est ça. D'accord. À quel moment je prends ma part de responsabilité. Voilà. Et personne n'est responsable autre que moi. L'autre truc, c'est quand tu as un client qui vient pour une séance, si tu débordes la séance, tu débordes aussi sur tes revenus, sur ton temps, sur ton planning, et tu vas forcément avoir un prix à payer. Donc, quel est le prix à payer de ne pas poser un cadre? Bien sûr. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, c'est comme ça que j'ai appris, si tu veux. Parce que les gens viennent pour un service, mais ils viennent pour un service qui fait partie d'un cadre. Et tu n'es pas obligé de leur donner plus que ça. Et moi, je suis quelqu'un qui donne énormément. Donc, voilà. C'est comme on échangeait avec Jérôme Pro la semaine dernière, où effectivement, sur les programmes, parfois, quand on se lance dans l'accompagnement, on a tendance à se dire... si je prévois plusieurs types d'accompagnement, le haut de gamme, ça va être forcément quand je vais passer le plus de temps avec la personne. Et en fait, la personne, elle n'achète pas du temps avec toi, elle achète une transformation, en fait. C'est ça. Donc, quelle va être la qualité du temps passé, finalement. Voilà. Et elle, ses prises de conscience et ses propres avancées vont faire la qualité de l'accompagnement. Bien sûr. Et pas le temps que tu vas y passer. À la limite, je te dirais même, plus tu passes du temps, moins t'es bon. Et à l'école de coaching francophone, tu vois, j'ai fait la formation avec Lionel Calderini. Lionel te fait travailler sur 20 minutes. Donc, moi, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Ça a été un vrai challenge pour moi. Bien sûr. Crève-cœur, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce qu'il nous fait faire, cet homme-là? Et en réalité, ça a été une très belle leçon de vie, tu vois. Et le fait de l'avoir pratiqué comme ça, de manière consécutive, tous les jours, à un rythme soutenu, eh bien, c'est la répétabilité. On comprend. Oui, répétabilité. Ouais, ça marche. Le fait de répéter une action tous les jours.
qui du coup Ah, ben vraiment... ça y est, je vois les commentaires. Bonjour Clémentine. J'avais pas vu je voyais pas les commentaires apparaître Bonjour encore. Clémentine. Ah si, regarde, on la voilà. Super. Voilà. Hello Clem. Donc c'est ça le truc, c'est le fait de répéter toujours quelque chose de contraignant qui va finalement augmenter ton efficacité. Et moi, je crois à ça aussi. Comme au sport. Comme au sport. Bon. Et en réalité, moi, ce que j'aime dans ce que tu dis là, c'est le côté à la fois j'aime passer du temps avec les gens et en même temps on a ce besoin d'efficacité. Et le piège dans lequel on a parfois tendance à tomber, notamment au début, c'est de se dire à quel moment dans un temps imparti de coaching, 1 heure et demie, je suis vraiment en mode coaching et je suis en mode connexion. Et arriver à faire le distinguo entre les deux au début, ne va pas être évident. Alors non, mais en réalité, tu as très peu de temps pour le faire. C'est-à-dire que tout se joue dans les premières minutes de ton coaching. Et ça, je l'ai appris aussi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un vrai métier que d'être coach. Parce que oui, le client a besoin d'écoute et les gens ont aujourd'hui énormément besoin de parler. Surtout après la crise du Covid. Voilà. Simplement, il y a un temps pour ça. Et peut-être que tu vois, il faut aussi cadrer ce temps-là avec le client et lui dire, bon, bah là, on va peut-être passer 5 minutes à faire ça. Tu vas m'extérioriser tout ce que tu as besoin de m'extérioriser pour qu'on avance ensuite. Mais c'est de le ramener toujours ensuite à sa réalité parce que lui aussi, il est dans un phénomène de j'évite ma réalité, tu vois. Bien sûr. Il est là, il a envie, mais d'un autre côté, il n'a pas trop envie que tu le titilles. Oui, je comprends tout à fait. Tu vois. Donc, quelque part, c'est à nous de mettre le curseur. C'est à nous, en tant que coach, de mettre le curseur, de donner le rythme, un petit peu comme dans un chef d'orchestre, tu vois. Toi, tu es là que pour guider, mais par contre, le client, lui, il doit jouer. Et il joue sa thématique tous les jours quand il vient en coaching ou quand tu interviens dans son entreprise. Il n'est pas là pour perdre du temps non plus avec toi, même s'il a des thématiques profondes et douloureuses qu'il doit traiter, parce que s'il ne les traite pas, il ne peut pas transformer son activité. Super. Voilà. Alors on est parti de la fin et on va du coup aller retourner un petit peu finalement à ton parcours à toi, parce qu'au-delà du coaching, c'est vrai qu'aujourd'hui on est aussi là pour parler de la transformation que tu as vécue dans ton parcours professionnel et pour devenir cette entrepreneuse avec cette spécialité coaching. Effectivement, qu'est-ce qui fait que toi, à un moment donné, tu t'es dit dans ton ancienne vie professionnelle, j'ai envie de passer à autre chose? Alors déjà, je me le suis pas dit. Donc je pense comme beaucoup de personnes, je me suis fait mettre dehors. C'est ça. Donc on a bien montré la voie de la sortie, en me faisant en plus comprendre que je n'avais, si tu veux, contribué à rien et que j'étais plus utile. Voilà. Donc c'était sympathique. Tout ça le jour de mon anniversaire. Bien. Et si tu veux, pendant 1 mois, je suis restée dans une espèce de transition, je sais pas, de vie où tu vois, tu sais pas ce qui se passe pendant 1 mois, tu sais pas comment tu vis. C'est ça. En fait, tu vis pas. Oui, parce que tu as tous les repères qui tombent d'un seul coup. En fait. Voilà. Donc moi, faut savoir que ça s'est passé, le 13 septembre, on me dit, ton poste est supprimé, on n'a plus besoin de toi en gros, tu sers à rien. Voilà. On est désolé, mais c'est comme ça. Ok, très bien. Même si tu as bossé des années. Avec combien d'ancienneté dans la boîte? Alors c'est un peu particulier parce que j'ai évolué au sein d'un groupe. Donc il y a eu 2 rachats successifs et ensuite moi je suis partie, j'ai quitté le groupe pour aller rejoindre une autre société qui s'est fait racheter par mon ancien groupe aussi. Et c'était quoi ta fonction d'avant? Alors j'étais directrice commerciale, je m'occupais des ventes indirectes, donc relation, gestion des distributeurs dans le monde entier, voilà. Et j'avais aussi 2 autres casquettes, c'est-à-dire que je m'occupais de l'équipe avant-vente qui donnait le support aux commerciaux et je m'occupais du marketing aussi de la société. Donc si tu veux, j'avais quand même j'avais de quoi travailler tous les jours. Ouais, j'imagine. Mais on m'a demandé de partir et à ce moment-là, tout s'arrête. Ton emploi du temps s'arrête. Et tu dédiais beaucoup de temps à ton travail alors? C'est 80% de mon temps. Enfin, faut être réaliste. Aujourd'hui, on passe plus de 80% de notre temps quand même à travailler ou dans une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Et quand tu es habitué à partir 4 jours par semaine, 3 semaines par mois,
et que du coup, moi, je devais prendre, on me dit ça le vendredi, je devais prendre l'avion lundi pour aller en Allemagne. Donc, du coup, je suis pas allée, quoi. C'était blackout pour moi. Je me suis mis en arrêt de maladie parce que je me suis pris le coup de masse que je me suis jamais pris sur la tête. J'étais incapable d'aller faire quoi que ce soit. Et pourtant, on m'attendait. Et pareil, j'ai été tiraillée, j'y vais pas. Et je me suis dit, non, mais je suis pas en état, ni physique, ni moral, d'y aller. Donc ça, déjà, ça a été le premier coup dur, de se dire, je suis plus en état ni physique, ni moral d'y aller. Donc finalement, au-delà de ça, c'est la conséquence finalement de ce qui a été de 2 ans et demi de souffrance. Et auparavant, il y a eu 2 ans et demi de souffrance au travail. Alors, qu'est-ce que tu entends par souffrance au travail? Je me suis suradaptée. Clairement, je me suis suradaptée. On m'a fixé des objectifs qui n'étaient pas forcément atteignables. On m'a rétrogradé à un moment donné. Ensuite, on m'a reconfié des missions qui n'étaient pas possibles, entre guillemets, ce que j'appelle les missions impossibles. Après, on m'a mis au placard. Enfin, je veux dire, j'ai fait face à un leader très toxique. Dont l'intention était de te faire sortir. Dont l'intention, je pense, était de me faire sortir. J'aurais préféré qu'ils me le disent et qu'on trouve un accord. C'est sûr. Et moi, en fait, dans ce truc-là, j'étais en mode combat. Donc là, tu es en mode combat. Je vais y arriver quand même. Tu ne vois même pas ce qui se passe. D'accord. Donc tu es en mode combat. Tu avais une vision à court terme. Voilà. Tu n'arrivais pas à ouvrir non, impossible, le champ des possibles. Impossible. Vision court terme. Tu ne vois, tu sais en plus que financièrement, tu dépends de ça. Donc la dépendance financière est un frein à voir les œillères ouvertes. On va se voiler la face. Et du coup, pour moi, j'étais dans une prison. Il fallait que j'avance dans la prison. Et tu ressentais déjà cette sensation d'oppression? Ouais. C'était tous les jours. Enfin, le matin, je me levais la boule au ventre. Le soir, je n'arrivais pas à dormir. Enfin, je dormais 1h30, 2 heures par nuit. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, un épuisement professionnel, vraiment, j'ai dégringolé. J'ai vraiment dégringolé sans m'en rendre compte. Et pour autant, sans aller jusqu'au burn-out, il a fallu que ce soit l'extérieur qui te dise à un moment donné, stop. Et un mois après, j'ai fait mon burn-out. Ah oui, fallait bien que ça sorte. Pendant un mois, j'étais encore, non mais, voilà. ça arrangeait, quoi. J'étais dans une espèce de déni total de la réalité de la situation dans laquelle on me mettait, parce que je refusais, je pense, les conséquences, tu vois, de cette sortie. Bien sûr. Et je ne les acceptais clairement pas. Et c'est ça qui a fait que je suis tombée. Donc un mois après, paf, blackout. Et blackout à la salle de sport. Je suis tombée avec ma barre de body pump à la salle de sport. Tétanisée sur la barre, je ne pouvais plus lâcher la barre, c'est mon corps qui a lâché. Et là, je me suis dit, c'est grave. Et après, du coup, dans cette phase-là, il s'est écoulé combien de temps entre le moment où tu as eu finalement ton corps qui a envoyé le dernier gros warning et le moment où tu as commencé à finalement regarder une autre possibilité ou sortir la tête de l'eau? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette période-là et est-ce que tu as un souvenir du premier moment où tu t'es dit il y a peut-être possibilité de faire autre chose? Alors déjà, ça a duré quasiment 3 mois, enfin un peu plus de 3 mois, presque 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu donc déjà j'ai eu une amie qui était là à la salle de sport qui s'appelle Alice. Je sais pas si elle verra cette interview, mais en tout cas, je dois beaucoup de choses à Alice parce qu'en fait, Alice a été la personne, c'est une personne très résiliente, et elle m'a dit, écoute Violette, tu mérites pas ça. Et il se passe quelque chose de grave, je suis inquiète pour toi. Et en fait, elle m'a dit, voilà, si tu es prête à faire un pas pour changer ou comprendre ce qui se passe, moi, je t'accompagnerai et je le ferai avec toi. Et elle était coach, elle, ou? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans l'âme, alors. Elle est dans l'âme, c'est quelqu'un qui est aidant, qui aide les personnes. Je pense qu'elle m'a vraiment mis en souffrance. Et elle s'est dit, bon, bah, je vais l'aider. Donc, en fait, ça a été le premier déclic. Elle m'a pas lâché, si tu veux. Elle m'a pas lâché, elle m'appelait jour, nuit. Voilà, c'était, elle m'envoyait des messages, comment tu vas, etc. C'était vraiment quelqu'un qui s'est inquiété pour moi. Ça n'a pas été la seule, mais en tout cas, c'était vraiment la personne qui était là à ce moment-là et qui m'a dit c'est peut-être le moment de faire une thérapie pour toi ou d'envisager autre chose et de quitter ce monde qui n'était pas pour toi, en fait. Et à partir de ce moment-là, si tu veux, en janvier, donc, tu vois, octobre-janvier, j'ai décidé de faire une hypnothérapie. Est-ce que déjà, toi, tu étais déjà ouverte à des thérapies alternatives comme ça? Pas du tout. Non. Je connaissais rien à tout ça. Et pour moi, c'était aller dans l'inconnu. Pourquoi une hypnothérapie, du coup? Alors, parce que déjà, j'en avais entendu parler comme ça. Donc, je savais que cette personne qui s'appelle Valérie Nadal
avec qui j'ai collaboré aussi, donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Ouais. Valérie, en fait, c'est une hypnothérapeute connue dans ma région, à côté de Mâcon. Et je savais qu'elle avait des résultats assez impressionnants sur ses patients, mais par réputation, si tu veux, de renommée. Okay. Et donc, je me suis dit, bon, c'est quelque chose de doux. Je connais un peu mes problèmes, j'ai pas besoin d'une psychothérapie ou de quoi que ce soit. J'ai une vision assez claire maintenant de ma réalité. Je vais lui exposer ça et on verra. Okay. Et en fait, elle m'a simplement aidé à me réconcilier finalement avec qui j'étais vraiment et à réunir les différentes parties de moi qui étaient plus en phase avec les valeurs, avec l'alignement dans la vie professionnelle, tout simplement. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est parce que souvent en hypnothérapie, on peut parfois aller travailler éventuellement des traumas d'enfance. Est-ce que toi, tu as réussi à mettre le doigt sur ce qui fait que tu as cette force et cette volonté d'avancer, quitte à ne pas regarder ce qui se passe autour et des souvenirs ou en tout cas une éducation qu'il y a pu avoir dans ton enfance? Alors, dans mon enfance, si tu veux, mes parents sont des expatriés, ils sont arrivés en France avec 2 valises. Ils avaient rien. Ils ont quitté leur famille, ils parlaient pas la langue, ils n'avaient pas de travail quand ils sont arrivés. Donc, je pense qu'ils m'ont transmis, si tu veux, cette force et cette détermination. Et du coup, c'est tu prends ce que tu as et tu avances dans l'environnement avec ce que tu as. Donc, c'est d'appréhender, en fait, d'apprivoiser l'environnement. Ouais. Tu vois? Yes. Et ça, je l'ai identifié avec elle. C'est-à-dire que elle m'a permis d'aller chercher, en fait, ces souvenirs-là qui ont toujours fait partie de ma personnalité, de mon éducation, de mon enfance, bien sûr, et de me réconcilier avec ça, alors que j'avais un peu oublié, tu vois, et de me dire, mais ta force... Tu l'avais pas conscientisé, en fait. Non, du tout. Pour moi, c'était normal, en fait, parce que j'ai toujours vu faire ça. Et oui, c'est ça. Tu as eu l'exemplarité des parents. Voilà. Non seulement ils disaient, mais ils faisaient, quoi. Voilà, mais elle me disait, mais attends, c'est pas normal. Enfin, tout le monde vit pas ça. C'est ça. Tu as une enfance particulière. On a tous une enfance particulière. On a tous une enfance particulière, mais elle, si tu veux, elle m'a montré que la manière de m'adapter de manière flexible à un environnement étranger, je l'avais depuis toujours et que je pouvais toujours le faire. Et que c'est aussi ça qui m'a poussée dans le pire du pire. Parce que j'ai pas su dire stop à un moment donné où j'ai pas vu les limites de la falaise, quoi. Il a fallu que je tombe de la falaise. Et qu'on t'aide à y aller. Et qu'on me pousse un peu. C'est ça. Voilà. Et donc, tu parlais de tes alliances, donc avec Alice, avec cette hypnothérapeute. Avec Valérie, voilà. Et donc, est-ce que, parce que c'est important dans ces transitions, effectivement, de pas être seul et de se faire accompagner, que ce soit par la famille, les amis ou un professionnel. Est-ce qu'il y a une d'autres contrats d'alliance, conscients ou inconscients, qui se sont mis en place à ce moment-là? Pour arriver à cette transition, oui, il y en a eu plusieurs. Donc, Valérie, en fait, elle m'a ouvert la porte sur la PNL. Elle m'a dit, Violette, en fait, ce que moi je comprends, donc c'est quelqu'un qui a un master en neurosciences, qui est vraiment connecté à ce monde-là. Alors, la programmation neurolinguistique, chez vous, c'est Flora. Bah ouais. Et la semaine prochaine, c'est toi. Attention. Voilà. Et puis du coup, si tu veux, elle m'a dit, bon bah tu devrais peut-être, avec tout ce que tu m'as dit, je pense que tu as le bagage et les capacités, elle me dit, de te renseigner un petit peu sur ce genre de formation, et ça pourrait te convenir pour faire une transition professionnelle. Ok. Bon, moi, je connaissais rien à tout ça. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle t'oriente vers ça alors que toi, tu connais rien? Qu'est-ce qu'elle a perçu en toi? Je pense que, elle m'a dit, tu as la capacité d'analyser de manière très rapide la complexité d'un système. T'as beaucoup d'intuition aussi, voilà. Et elle m'a dit, la gestion des émotions, ce serait bien que tu en fasses une force plutôt que tu en laisses. Ouais, tu vois que ça comme un problème. En fait. Voilà. Donc moi, on m'avait appris les émotions au travail, on laisse ça de côté. Et elle, en fait, elle m'a dit, non mais ça, maintenant, tu vas le prendre, tu vas le travailler et tu vas en faire ta force. Parce que c'est là-dedans que tu as du potentiel. Et du coup, elle m'a vraiment coaché un peu, tu vois, elle m'a bien recadré là-dessus. Et c'est comme ça, si tu veux, j'ai commencé à m'intéresser, regarder des vidéos. Et là, je tombe sur 2 personnes différentes. Et du coup, j'ai choisi de me former chez Paul Pironnet. Pourquoi? Parce que j'aimais bien l'énergie du gars. Une amie aussi à moi m'avait dit, non mais attends, le baron de la PNL en France, c'est Paul Pironnet. Donc elle m'a vraiment encouragée, tu vois, à aller. Et en francophonie. Et en francophonie. Donc elle m'a encouragée vraiment à aller vers ce formateur-là. Et puis du coup, j'ai entamé le parcours complet.
Ok. en me disant on verra bien. Et ce parcours complet, il t'a pris combien de temps, toi? Alors, il m'a pris 1 an et demi. Ok. Voilà. J'ai démarré en juin l'année dernière et tu vois, là, je vais terminer le parcours de maître praticien Yes. là en octobre-novembre. Ouais. Ouais. Voilà. Mais j'ai eu un coach pro entre les deux. Entre le parcours de PNL et Ouais. Valérie, Ça compte. j'ai eu un coach pro. Donc, j'ai pris un coach spécialisé en transition professionnelle. Et qui a fait d'ailleurs l'école de coaching de Lionel, qui est diplômé de l'école de coaching. Et lui, il est vraiment spécialisé là-dedans. Il s'appelle Renaud Fadi. Ça a été une grosse alliance pour moi. Il m'a accompagné sur vraiment 10 séances pour vraiment trouver ma voie professionnelle, construire mon projet professionnel. Et lui aussi, tu vois, il est venu me chercher sur les potentiels que j'avais pour pouvoir vraiment faire cette transition. Ouais. Donc, il m'a fait travailler sur mes stratégies de réussite, mes stratégies d'échec, tu vois. Ouais. Il m'a fait vraiment travailler de manière profonde sur tout ce que j'avais pas envie de travailler. Et c'est quand même fou parce que tu parles de potentiel. Comment tu pourrais aider les femmes qui nous regardent là, et certainement les hommes aussi, qui sont dans cette transition, qui se posent des questions? Parce qu'on entend beaucoup parler de cette histoire de potentiel, mais comment savoir dans quel domaine on a un potentiel? Comment, si nous on n'arrive pas à le voir, comment l'extérieur le perçoit? Par quoi ça peut se manifester ça? Alors, ça peut se manifester déjà. Moi, je vais dire une chose très simple. C'est que si tu es entouré des bonnes personnes, en général, elles vont te le dire. Elles te perçoivent. Elles te perçoivent et elles vont te dire, mais tu peux faire ça, tu vaux mieux que ça. Et simplement, la personne qui va te dire, tu sais, comme en anglais on dit, I will back you up. Tu vois, je suis là pour toi, peu importe ce qui t'arrive, mais vas-y, fonce. Et moi, j'assure les arrières, quoi. Voilà. Moi, je crois que l'entourage proche a besoin de venir renforcer notre propre confiance en nous, en fait. Bien sûr. C'est une question de confiance. Si tu as confiance en tes capacités, et si tu révèles, enfin, il faut déjà les mettre au jour, les capacités. Pour moi, ça a été vraiment stratégique que Renaud me dise, voilà, c'est là. Okay. Et tu les poses. Ouais. Parce qu'on sait tous faire plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on sait faire spécifiquement qu'un autre ne sait pas forcément faire, ou qu'est-ce qu'on sait faire différemment qu'un autre ne sait pas forcément faire. Et quand tu les poses sur un papier et que tu les vois, tu es obligé de croire, parce que ça fait partie de ton parcours de vie. Est-ce que du coup, t'as utilisé des outils particuliers comme l'Ikigai ou Alors, j'ai pas utilisé. L'énéagramme, j'y suis venue après, mais pendant le coaching, non, vraiment, il m'a fait travailler ce qu'on appelle le Stratex, qu'on voit aussi en maître Pratt, mais ce sont les stratégies d'excellence et de réussite. Mais il m'a aussi fait travailler mes stratégies d'échec. Okay. Et souvent, en fait, on se rend compte que l'échec et la réussite, tu vois, c'est juste une question de bascule. Ça, tu as exactement. Quelques centimètres. C'est quelques centimètres. C'est vrai. C'est juste que t'as pas pris peut-être la bonne décision à un moment donné, quelques centimètres ou une question de timing. Mais en général, tu développes les mêmes choses, les mêmes compétences, les mêmes expertises, les mêmes stratégies. Donc après, c'est peut-être de prendre conscience de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché dans sa vie, et de se dire, bon bah ok, ça n'a pas marché. Maintenant, je vais faire différemment et je vais m'atteler à transformer ça, parce qu'en transformant ça, je peux faire autre chose. Moi, j'avais peur de ma sécurité financière. C'est ça. J'allais venir sur l'aspect sécurité, justement. Voilà. Parce que c'est une des peurs. En fait, on a parlé effectivement des alliances. Quelles ont été, toi, effectivement, les peurs à transformer par le biais de cette transformation? Parce que tout mouvement, forcément, génère des peurs, ne serait-ce qu'inconscientes, voilà. Et quelles ont été ces peurs que tu as dû franchir et éventuellement celles des autres qui te renvoyaient en miroir, ton environnement, ta famille. Ouais, l'image. Donc déjà l'image pour moi c'était un problème. Mon coach m'a vraiment fait travailler l'image. Tu vois, il m'a mis face à un miroir et il m'a dit voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me suis écroulée en sanglots. Mais vraiment écroulée parce que je ne supportais pas l'image de la personne que j'étais à ce moment-là. Et je me disais ça me ressemble pas, tu vois. Donc je crois que quand on commence à se dire qu'on se retrouve pas dans le miroir, il y a déjà un signal. Il y a déjà un signal. Ça, c'est une alerte pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de transformer quelque chose. Si déjà, quand vous regardez le matin dans le miroir, vous vous dites, je me reconnais pas là, c'est pas moi, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose. Et si tu veux, il m'a fait travailler cette image. Donc, j'ai pris je m'étais engagée auprès de mon coach, une photo de moi tous les jours. Au début, je lui envoyais, tu vois.
Donc du coup, c'était quoi la stratégie? Il fallait que tu lui envoies une photo de Je lui toi. envoie, voilà, je lui ai Ok. envoyé une photo de moi tous les jours. Et puis après, Hmm. bah, il m'a dit, je te fais confiance. Et puis j'ai Hmm. continué d'en faire, tu Ok. vois, tous les jours. Hmm. Ensuite, j'ai mis une photo de moi sur mon fond d'écran d'ordinateur. Hmm. Ça me forçait à me regarder à chaque fois que j'allumais mon ordinateur. Et comme je Ok. l'allumais tous les jours, ben voilà, Hmm. une photo de moi sur l'écran de mon téléphone, elle y est toujours d'ailleurs, tu vois. Hmm. Hmm. Donc ce sont des choses qui m'ont obligée à me regarder telle que j'étais. Ok. La deuxième grosse peur, c'était la peur de la sécurité financière. Hmm. Parce T'avais que peur de la sécurité financière. ouais, j'avais peur Plutôt de que de la perdre. l'insécurité. J'avais peur de perdre, L'insécurité, de ouais. perdre Ouais, bien sûr. la sécurité financière. Hmm. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon histoire aussi. Mes parents ont connu un moment donné où ils étaient eux aussi à leur compte, Hmm. quelqu'un qui les a un peu arnaqués. Du coup, ils se sont retrouvés avec des dettes, etc. Et si tu veux, il a fallu que je travaille cette peur-là. Ouais. Hmm. Voilà, parce que moi j'étais petite à ce moment-là, j'avais un petit frère. Enfin, c'était tout un contexte où je me suis rendu compte à quel point il avait impacté ma vie Ouais. et à quel point finalement ce truc-là, il fallait vraiment le changer Hmm. pour se dire mais tu sais quoi, l'argent c'est une question d'énergie en fait. Et comment ça se travaille, ça, justement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur-là dans ces transitions. Bah, déjà, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là vraiment Hmm. et quelle est notre part de responsabilité. Moi, je me sentais un petit peu coupable de ça. Ok. Tu vois? Coupable de? Bah, j'ai réalisé que j'avais l'impression qu'en fait, mes parents, j'étais un poids pour eux À à ce ce moment-là. moment-là. Ok. Hmm. Tu vois? En fait, la peur que j'avais finalement, c'était de la responsabilité que je pouvais avoir dans cette situation, alors que j'en En avais tant aucune. qu'enfant, donc ça t'a En vraiment tant ramené à qu'enfant. des choses de Voilà. ton enfance. Ouais. C'est ça. Ouais. Et quand j'ai réalisé que, au final, moi, j'avais aucune responsabilité là-dedans et qu'il y avait d'autres solutions et que mes parents, du coup, avaient eux aussi derrière trouvé des solutions pour se sortir de là, bah, je me suis dit, ok, il y a des ressources. il y a des ressources finalement. Si elles sont pas financières, il y a des ressources ailleurs. Voilà. Ouais. Et à partir du moment où, tu vois, ma maman a dit, ok, c'est moi maintenant qui reprends les rênes et je vais gérer le truc et ça se passera bien, et bien du coup, ça n'a plus été un problème. Mais quand t'es ancré dans le passé avec ça, et que t'as ce sentiment de culpabilité, au final, c'est cette culpabilité qui me rongeait, c'était pas la sécurité financière. Exact. Et ça, tu as été le creuser du coup avec un coach, avec un thérapeute. J'ai été le creuser avec un coach. Avec un coach. Parce que tu parlais du père. Non, un autre. Alors, un autre qui est spécialisé là-dedans. T'as eu effectivement beaucoup de contacts qui t'ont vraiment aidé au bon moment, au bon moment, voilà, pour franchir un cap supplémentaire. C'est ça. Bah, j'ai une amie à moi en fait qui s'appelle Saïda, qui m'a orientée en fait vers ce gars-là qui s'appelle Christophe. Ouais. Et c'est Christophe qui tu vois, m'a aidé à travailler ça. Et vraiment, c'était déterminant. C'est pour ça que moi, le conseil que j'ai à donner aux personnes aujourd'hui, vraiment, c'est de prendre, tu vois, entre guillemets, ce qu'elles identifient comme étant un potentiel frein ou une croyance limitante et d'aller la travailler avec quelqu'un d'approprié pour le faire, tout simplement. Parce que il y a des gens qui savent faire. Et c'est bête de rester coincé en fait avec ça, alors que tu vois, moi mon hypnothérapie ça a duré 4 séances, pas plus. C'est ça. Il faut très peu de choses pour franchir un cap. Voilà. Très peu de temps aussi. Et avec Christophe, ça a été une grosse séance, une très grosse séance. Une séance. Une séance. Par rapport à la problématique liée à la sécurité financière. Mais oui. Mais parce que si tu veux, quand tu connais déjà ton truc, que tu as identifié l'origine du problème et que tu vois à peu près où ça se joue et que tu l'exposes de manière réaliste, eh bien, c'est aussi le travail que j'ai fait en PNL qui m'a permis de lui exposer. Mais en fait, oui, c'est ça, parce que finalement, la plus grosse difficulté, c'est de mettre tout ça à jour. Voilà, c'est ça. Le plus gros travail est là. Le plus gros travail est là. Une fois que tu as posé, c'est comme poser à jour tes compétences. Une fois que tu as posé à jour tes freins limitants et que tu décides de les attaquer un par un, et ben, au bout d'un moment, tu vas en avoir de moins en moins. Mais il faut prendre cette décision qui n'est pas facile et qui nécessite d'aller creuser dans cette période d'inconfort. Des fois, on se dit, bah, finalement, c'était mieux avant quand je savais pas. Ou je faisais semblant, j'avais pas envie de savoir. Tu peux découvrir d'autres choses. Voilà. Des couches d'oignons qu'on enlève à chaque fois. Mais il faut accepter d'aller creuser un petit peu en profondeur de soi-même, mais tout simplement pour se reconnecter, pour moi, à qui on est vraiment. Ouais, top. Et du coup, par rapport à donc, tout ce parcours que tu as franchi, est-ce que pour toi,
les forces, en tout cas, ce qui te permet d'avancer maintenant. Est-ce que ce sont les mêmes d'avant, sauf que tu les as conscientisés, ou est-ce que tu en as glané d'autres en route? Je pense que si tu veux, je pense que j'ai les mêmes, sauf que je les ai transformés de manière positive aujourd'hui. Tu vois? Par exemple. Par exemple, ma force intérieure. Je l'ai toujours eue. Tu vois? Elle a toujours été présente. Sauf que avant, pour être forte, ben, il fallait que je sois forte physiquement, en fait. Tu vois? Donc, j'ai pesé beaucoup plus que ce que je pèse aujourd'hui, et parce qu'il me fallait une armure. Ouais, c'est ça, tu avais développé la puissance voilà. externe. Donc aujourd'hui, j'ai plus besoin de cette armure. J'ai pas besoin de me protéger, en fait, parce que je sais me protéger intérieurement, parce que je me suis reconnectée à ça. Tu vois? Et ça, le fait de prendre et de laisser ça de côté, en fait, ben, on développe d'autres choses. Parfois des comportements aussi qui ne sont pas forcément justes, tu vois. On peut facilement tomber dans la critique. Moi, je pouvais facilement être directe avec quelqu'un avant, alors que je gagne, oui, on peut être direct, mais je gagne à être bienveillante, directe, et tu vois, y mettre des rondeurs. Mettre des rondeurs aussi. Et de faire en sorte de faire grandir la personne, en fait. Bien sûr. Tu vois? Alors qu'avant, on me demandait de foncer dans le tas, en fait. En fait, c'est-à-dire que c'est l'intention qui est complètement transformée. Extérieurement, ça peut être quand même ressembler à du je te pousse, mais l'intention de départ n'étant pas la même, finalement, ça envoie une toute autre forme d'énergie. Parce que là, c'est l'humain qui prime. Tu vois, ce que j'ai compris, c'est pas l'ego. C'est pas l'ego. J'ai pas besoin d'avoir raison. C'est pas le statut social. Ouais. C'est pas, parce que t'as ça aussi, hein. T'as le statut, l'ego. Quand t'es une femme dans un milieu d'hommes, ce qui était mon cas, dans un milieu informatique très misogyne, très, on va dire, compétition aussi, tu dois overperformer. En tout cas, on pense qu'on doit. En tout cas, dans les faits, une femme va travailler beaucoup plus qu'un homme dans le même domaine, et elle va devoir montrer beaucoup plus, en tout cas prouver, que ce qu'un homme va devoir faire. Pour avoir le même statut, hein. Juste le même statut. C'est pour ça que tu as très peu de femmes dans ce métier-là. C'est ça. On parle même pas des salaires, mais. On parle même pas des salaires. Ça, c'est un autre sujet. mais pour dire, donc tu dois, enfin, quelque part, c'est se suradapter. Tu vois? Et moi, je suis sortie de ce mode suradaptation parce que, en fait, j'ai déjà assez de choses. J'ai pas besoin de me suradapter, bien sûr. Et déjà avec ce que j'ai, je pense que je peux faire de grandes choses. J'ai pas besoin de prouver, en fait. Ouais, tu vois. J'ai plus besoin. Il n'y a plus besoin de reconnaissance externe. En fait. Non, j'ai plus besoin de cette. Je pense que je la cherchais à un moment donné, cette reconnaissance dans le milieu, dans le métier, parce que c'était important pour moi, tu vois. Mais au final, moi-même, avec mes équipes, je la pratiquais pas. C'est-à-dire que quand ils étaient dans le succès, je les mettais eux sur la scène. Voilà mon équipe, et moi j'ai toujours été en retrait. Parce que pour moi, ma satisfaction, ma plus grande reconnaissance, c'est que ce soit le distributeur ou l'équipe ou qui soit devant, qui présente son truc, et ça me suffit en fait. Tu vois? Donc j'ai su basculer à 100% dans ce. C'est ça. En étant complètement ok dans l'idée de te mettre en lumière toi aussi. C'est ça. Et donc juste pour faire du coup la transition avec la question qui est l'une des dernières, puisque j'amène toujours sur le fait d'aller se montrer après sur les réseaux, ou comment utiliser les nouvelles technologies, comment finalement, une fois qu'on est entrepreneur, parce que beaucoup d'erreurs que font les entrepreneurs, c'est de se former, se mettre à leur compte, et puis arriver sur la place publique en disant, en créant un site internet et en disant, bon bah c'est bon, coucou, maintenant je suis, et puis ils attendent que les gens arrivent à eux. Toi, finalement, comment t'as géré cette partie mise en lumière et la partie réseau finalement pour pouvoir commencer à vivre sereinement de ton activité? Alors, j'ai la chance, vu que j'ai 20 ans de commerce, j'ai de la chance d'avoir un réseau quand même assez étoffé, qu'il soit perso ou pro. Et aujourd'hui, qui était déjà présent. Qui était déjà présent. Ouais. Je connais énormément de monde, voilà, que ce soit autour de chez moi ou dans la région lyonnaise, ou voilà. Et si tu veux, moi j'ai utilisé mon réseau, mais j'utilise le réseau de manière intelligente, c'est-à-dire que pour moi, tu attires aussi qui tu es. Donc le fait d'incarner qui je suis, en fait, en étant pleinement authentique avec moi-même, ben, les gens viennent me chercher pour ça, parce qu'ils me connaissent pour ça, tu vois. Ils savent que si par exemple ils ont une transformation à faire,
c'est un peu délicat, j'ai pas trop envie que ça sache. Mm. C'est pour ça aussi que je suis pas visible sur les réseaux sociaux, Mm. parce que je parle pas de la vie de mes clients, C'est ça. tu Il y a vois. une discrétion. Il y a une Mm. discrétion, et pour moi, c'est important de la conserver, surtout. Et ils viennent me chercher pour effectuer une transformation, mais sans forcément que ce soit visible, tu Bien vois. sûr. Et je respecte ça, parce que c'est leur projet, c'est leur bébé, ils sont entrepreneurs aussi, Mm. ils ont envie de transformer leur entreprise, ils vivent des challenges, c'est déjà assez difficile pour eux. Bien sûr. Voilà, donc j'en parle pas au public. Par contre, je vais faire le maximum pour les accompagner là-dedans, leur faire transformer la façon de gérer leur entreprise, ou en tout cas d'incarner le leadership au sein de leur entreprise, et leur montrer aussi et leur démontrer que ça s'apprend avec des outils simples, Bien sûr. qui sont différents outils de mon cadre de référence. Et toi, du coup, coucou Anne. Et toi, du coup, comme tu n'utilises pas les réseaux, parce que tu n'en as pas besoin, vu que tu avais déjà un réseau existant quand tu as fait cette transition, dans quelle mesure tu utilises quand même malgré tout un peu les nouvelles technologies? Ah bah alors j'utilise mon téléphone, c'est beaucoup d'ailleurs. Mon téléphone est mon meilleur ami, tout simplement. Je fais quasiment tout avec mon téléphone. J'ai mis en place aussi une carte digitale, ce qui fait que si j'ai envie de me faire connaître par quelqu'un qui veut me recommander ou quoi que ce soit, il va simplement forwarder ma carte digitale, et dessus il y aura mon profil LinkedIn, il y aura les recommandations d'ailleurs sur LinkedIn qui sont plutôt d'ordre professionnel pour le coup, et c'est ce qui m'importe dans mon activité. Et en fait, c'est ça, tu vois, j'envoie ça, les gens ont accès aux informations, ils veulent me contacter, ils ont WhatsApp, Facebook, enfin Messenger. Ils n'ont plus qu'à cliquer dessus. Ils n'ont plus qu'à cliquer dessus et je leur envoie ça par SMS. Donc ça a un coût, bien sûr, mais pour moi, c'est le coût le plus direct et le plus immédiat et le plus facile que j'ai pu trouver aujourd'hui pour développer mon activité. Et de toute façon, je crois aussi au fait que, tu vois, la carte de visite, elle devient transmissible. Bien sûr. Tu sais, quand tu donnes une carte de visite physique à quelqu'un, alors déjà avec le Covid, là. tu peux pas. Déjà aujourd'hui avec le Covid, c'était limité. C'est sûr. Donc moi, j'ai un jour, mais comme ça m'a pris. J'ai tapé carte digitale, carte de visite digitale. Je savais même pas si ça existait. Et je me suis dit, si ça existe, c'est trop bien. Et en fait, voilà. Ça existe. Ça existe. Et c'est comme ça, si tu veux, que je me suis dit, je vais baser ma stratégie sur du réseau direct, du phoning direct. Les gens, je les appelle, je leur parle, je les rencontre. S'il faut, on boit un café. Et ça fonctionne comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Comme on est là, tu vois. Vrai, comme là, avec un café, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un souvenir très précis, effectivement, de la période où j'ai fait cette transition de vie et j'ai lancé mon activité, du moment où j'ai créé ma carte de visite. C'était une carte de visite physique. Et effectivement, il y a un vrai switch identitaire qui commence à s'opérer à partir du moment où on commence à créer des outils qui nous rappellent finalement qui on est dans cette nouvelle identité, et puis aussi à se montrer dans le cadre de cette nouvelle identité. Et donc effectivement, que ce soit une carte de visite physique, une carte de visite virtuelle, oser commencer à se montrer sur les réseaux, oser à commencer à parler, même ne serait-ce qu'à son voisin, sa voisine, enfin en tout cas aux gens qui nous connaissent déjà sous la forme de notre nouvelle identité professionnelle, mais qui inclut souvent une grosse transformation identitaire interne. C'est vrai que ce sont des ancrages finalement qui permettent de non seulement faciliter la communication, mais aussi se mettre dans la matière encore plus qui on est en train de devenir en fait. Tu vois, au cabinet, j'ai mes consoeurs. L'autre jour, elles m'ont envoyé la plaque. La plaque, tu sais, qui va être collée sur le poteau du cabinet, où je reçois mes coachés en séance individuelle. Eh bien, c'est bête, hein, mais le fait de voir ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, et de voir, tu vois, coach pro inscrit sur la carte, déjà, t'as posé le décor, quoi. C'est ça. Et toi, tu te rappelles justement ce que ça t'a fait? Alors, quand elle m'a envoyé ça, ma collaboratrice Marjorie, je me suis dit, waouh, tu vois, j'en suis là aujourd'hui, en fait. En fait, ça m'a fait prendre conscience du chemin que j'ai réalisé depuis plus d'1 an. Tu vois, sympa de regarder un petit peu en arrière, de faire le petit flashback. Et moi, je dis, faut pas oublier. Tu vois, faut surtout pas oublier d'où on vient, parce que c'est là-dedans que sont nos plus grandes forces
Donc même si les personnes sont en souffrance aujourd'hui ou qu'elles ont peur de changer de vie ou qu'elles ont des, tu vois, très certainement des croyances limitantes mais légitimes en fait, hein, par rapport à leur histoire de vie, moi je les encourage vraiment à se poser la question de combien de temps elles veulent que ça dure. C'est ça. Tu vois. Parce qu'il n'y a rien, finalement rien de plus inconfortable que d'être, comme on dit, entre deux là, pour être poli. Et c'est exactement le même inconfort qu'on peut vivre lorsqu'on a une décision à prendre. Tant que la décision elle n'est pas prise, finalement on s'embrume et il y a un petit vélo qui tourne parce que c'est oui, c'est non, quelle décision je prends. Est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas, est-ce que je fais un enfant, pas un enfant, est-ce que finalement je vais là, je travaille là. Enfin bref, toutes les décisions qu'on peut avoir à prendre dans notre vie. Tant qu'on est dans cet espace d'incertitude, finalement, c'est pas qu'on perd du temps, c'est qu'on perd beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de cerveau disponible, et pendant ce temps-là, on fait pas autre chose. Et c'est hyper inconfortable ce passage en fait. Donc, prendre une décision, c'est finalement le meilleur choix, enfin en tout cas le meilleur élément qu'on puisse faire pour se dire bon, j'y vais, je tente, s'il faut je réajuste. Mais pendant ce temps-là, j'agis, ça avance et j'acquiers de l'expérience. Moi, je suis partisane. En fait, j'ai compris que j'expérimentais, tu vois ça. Et pour moi, un entre-leader, et c'est pour ça que je prends ce positionnement-là, c'est un entrepreneur qui incarne le leadership pour une cause juste, qui lui permet de grandir et de prospérer. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus important qu'un client. Mais ça a toujours été, hein, depuis que je travaille, si tu veux. C'est-à-dire que pour moi, le client a toujours été important et les valeurs que le client, il te paye, il te rémunère pour quelque chose, même en tant que commercial, j'ai jamais cherché à arnaquer qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais plus en phase avec les valeurs de la société. Et que aujourd'hui, pour moi, c'est d'accompagner ces gens à faire en sorte, à mes clients, à ce que leur business prospère, grandisse et serve la cause qu'ils ont vraiment envie de servir, en intégrant la dimension humaine, bien sûr. Parce que oui, il y a la performance par le chiffre, mais humaniser cette performance en apprenant l'excellence avec ses équipes, mais en étant soi-même aussi quelqu'un qui accepte d'apprendre, bien sûr, tu vois. Ils soient autonomes, bien sûr. Moi, j'ai une valeur autonomie, c'est ma plus forte valeur. J'y crois et c'est pour ça que je fais ça. Tout simplement. Génial. Violette, merci. Merci beaucoup, merci Blandine. pour ce partage. Merci à vous, merci à vous qui avez été là. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre #replay. On vous répondra aussi aux questions si vous avez des questions, même a posteriori. C'était un plaisir de t'avoir ici, voilà, tout près de moi, à un moment donné où tout le monde s'éloigne. Voilà, nous on a voulu se rapprocher. C'était une excellente idée. C'était une très bonne opportunité d'avoir ce World Summit. Enfin, je regarde le mur parce que bientôt on va avoir une image, on verra des photos, parce qu'on va afficher Tony Robbins en grand et les Dean Gracieux en grand et on va vivre tous une les autres intervenants. Voilà, pour pouvoir vous partager un maximum de valeurs aussi. Donc à tout bientôt. Enfin, nous, on va rester ensemble. De toute façon, à vous tous, je vous dis tout bientôt. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine interview. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et surtout, inspirez, prenez le temps d'ouvrir les écoutilles. Comme on dit souvent, là, en tout cas, ce qu'on entend beaucoup, c'est que le premier acte de rébellion en ce moment, c'est d'être en joie. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. Merci à tous. Bye bye. À très bientôt. Bye bye. Non, je suis pas sur mon. Ah oui, c'est pas sur mon téléphone. C'est pas tactile.